avec Clément donc, et Sophia. Donc, Clément est en thèse d'anthropologie. Il va passer sa thèse à la fin de l'année. Là. Il a travaillé pendant 4 ans avec nous dans l'unité d'abord à Nord et un petit peu ici. Il s'est intéressé effectivement au comportement des soignants dans le cadre de la pratique de l'hygiène des mains. Et Sophia, qui est derrière, est une infirmière qui a passé sa thèse de sciences ici en même temps que Clément, et qui est maintenant à terre à MU, à la faculté de médecine. Voilà, donc je vais vous présenter ce qu'ils ont fait, notamment dans l'analyse du comportement des soignants par vidéo. Alors, donc, comme l'a introduit Philippe, c'est une étude qu'on a co-réalisée avec Sophia et qui était donc supervisée par Philippe Rouki, qu'on a appelée comprendre les pratiques d'hygiène des mains des soignants dans un service de maladies infectieuses, une étude anthropologique et réflexive par une approche par vidéo. Et donc qui a été réalisée dans le service des maladies infectieuses tropicales quand il était encore à l'hôpital Nord. Donc les objectifs de cette étude, c'était de comprendre les perceptions des soignants relatives au protocole de l'hygiène des mains en situation de soins et d'identifier donc les facteurs qui peuvent influencer ces pratiques d'hygiène des mains chez ces soignants. Matériel et méthode. Donc en fait, pour réaliser cette étude, on a réalisé des enregistrements vidéo des soignants en situation de soins. Donc dans une chambre, il y avait une caméra qui enregistrait les soignants en situation de soins et qui s'allumait quand les soignants rentraient, qui s'éteignait quand ils sortaient. Et ensuite, on a regardé ces enregistrements vidéo avec les soignants qui souhaitaient participer, et c'était uniquement des vidéos dans lesquelles eux apparaissaient. Et on a réalisé des entretiens semi-dirigés avec eux, donc des discussions à 3 voix avec le soignant concerné, moi-même et Sophia, où on s'est focalisé sur les pratiques d'hygiène des mains, les perceptions des risques infectieux et les rapports au protocole. Donc on a rencontré 13 soignants de toutes catégories socio-professionnelles. On a regardé 2 vidéos avec chaque soignant, mais là je vais surtout vous parler des résultats qui concernent en fait les infirmières et les aides-soignantes. Alors avant de commencer les résultats, je vais donner quelques éléments sur le cadrage théorique. Donc tout au long de cette présentation, je vais parler de normes officielles et de normes pratiques. Donc les normes officielles, en fait, c'est assez simple, elles correspondent aux recommandations, aux prescriptions qui sont promues dans les protocoles de gestion du risque infectieux. Et ces normes donc publiques, c'est des normes institutionnelles qui sont diffusées dans des contextes spécifiques. En l'occurrence, là, c'est un contexte professionnel, un service hospitalier de maladies infectieuses. Et les normes pratiques, donc ça, c'est des normes implicites mais prévisibles, des normes informelles mais régulées, c'est des normes tacites qui sous-tendent donc certaines pratiques des acteurs, des pratiques qui sont hors protocole et qui dévient donc des normes officielles. Donc c'est des pratiques récurrentes et qui ne sont pas marginales, et c'est également des pratiques qui sont souvent transmises et apprises dans des processus informels entre soignants. Et donc j'emprunte ces concepts à un anthropologue qui s'appelle Jean-Pierre Olivier de Sardan et qui lui a beaucoup travaillé dans les hôpitaux en Afrique de l'Ouest. En fait. Alors rapidement, bon, les normes officielles, c'est une façon de parler en fait des recommandations et des prescriptions, mais pourquoi normes pratiques et pas pratiques déviantes, pratiques mauvaises pratiques ou pratiques informelles? Parce qu'il s'agit quand même de pratiques qui sont généralisées, qui suivent des logiques, qui sont des logiques sociales, cognitives, éthiques, et qui suivent en quelque sorte des patterns. Et ça nous permet aussi une approche plus heuristique, parce qu'en employant la notion de norme, en fait, on évite à chaque fois de penser ces pratiques en comparaison à l'écart qu'elles ont avec les normes officielles, et qui définissent donc les bonnes pratiques entre guillemets. Alors quelques éléments sur les normes officielles et sur l'utilisation des gants, donc c'est assez succinct. Hein. On met les gants en fait pour se préserver du risque infectieux par rapport à une exposition à des liquides biologiques, notamment lors d'hygiène de toilettes intimes ou de changement de protection, lors de cathétérisme pour éviter les accidents d'exposition au sang, ou lors d'isolement avec certaines bactéries résistantes, et là ce ne sera pas forcément l'objet de ces résultats. Et sur la désinfection des mains, donc là les normes officielles, c'est les 5 moments de l'hygiène des mains, donc ça c'est le médecin hygiéniste Didier Pittet, via l'OMS qui a largement contribué donc, à cet organisme à diffuser ces standards à une échelle internationale. Donc là je ne rentre pas dans les détails, mais on va voir un petit peu dans les résultats en fait en quoi notamment consistent ces normes sur l'hygiène des mains et sur la désinfection des mains. Donc là je vais vous présenter en fait des parcours idéaux en situation de soins, donc selon des normes officielles et ensuite selon les normes pratiques. Donc par rapport les normes pratiques, ce sera par rapport à ce qu'on a observé sur les vidéos. Donc selon les normes officielles, dans une situation de soins là, qui ne nécessite pas le port des gants.
Alors comment ça se passe? Ça se passe que le soignant il est censé se désinfecter les mains dans un distributeur de solution hydroalcoolique, donc un chat à l'extérieur de la chambre. Après avoir fait cette désinfection, il doit rentrer à l'intérieur de la chambre. Il fait cette désinfection notamment pour éviter de contaminer la poignée, là que j'ai symbolisé en rouge, c'est la porte et la poignée. Donc il fait cette désinfection pour éviter de contaminer la poignée, mais comme elle est quand même potentiellement contaminée, il se redésinfecte les mains à l'intérieur de la chambre. Une fois ça réalisé, il va pouvoir aller faire son soin. Une fois ce soin réalisé, il quitte donc le chevet du patient, il retourne vers le distributeur intérieur faire une désinfection des mains, notamment pour éviter de contaminer la poignée. Il sort et il se redésinfecte les mains à l'aide du distributeur, parce que la poignée est peut-être contaminée, il faut qu'il ait les mains propres pour ensuite continuer ses soins, et donc après ça, il peut aller continuer ses soins dans une autre chambre. Donc ça, c'est selon les normes officielles, un parcours sans les gants. Alors maintenant, selon les normes pratiques, donc selon ce qu'on a observé, toujours un parcours qui ne nécessite pas le port des gants. Donc ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les soignants ils récupèrent des gants dans une boîte dédiée à cet effet qui est souvent sur leur chariot ou dans le couloir. Ils enfilent ces gants dans le couloir devant la chambre. Ils rentrent dans la chambre, ils ouvrent la porte, ils touchent la poignée, donc ils ne se désinfectent pas les mains à l'extérieur de la chambre. Ils vont réaliser leurs soins, et donc ils ne se désinfectent pas les mains non plus à l'intérieur de la chambre. Une fois les soins réalisés, ils quittent la chambre, ils sortent de la chambre, ils ouvrent la porte, et là ils ne réalisent donc ni le chat intérieur ni le chat extérieur. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jeter ces gants dans une poubelle, et ensuite se désinfecter les mains, et continuer donc leur vacation. Alors maintenant, voyons donc un parcours selon les normes officielles. Dans une situation qui nécessite de porter des gants, donc par exemple pour une toilette intime. Donc pour une toilette intime, le soignant prend les gants, il ne doit pas les mettre, donc il peut les mettre dans sa blouse, dans la poche de sa blouse par exemple, il va se désinfecter les mains à l'extérieur de la chambre, il rentre dans la chambre, donc même logique que tout à l'heure, il fait un chat extérieur et intérieur pour ne pas contaminer la poignée, mais qui est peut-être contaminée, donc il faut après désinfecter les mains. Il enfile ses gants, une fois enfilé ses gants à l'intérieur de la chambre, après cette désinfection intérieure, il va réaliser sa toilette, il va quitter le chevet du patient, et là il va mettre ses gants dans la poubelle qui est dans la chambre. Généralement il va emporter la poubelle également, puisqu'il va mettre les protections souillées du patient dans la poubelle, donc il va prendre la poubelle pour la sortir de la chambre, et là avec la poubelle il doit se redésinfecter les mains à l'intérieur, sortir, se redésinfecter les mains à l'extérieur, et enfin jeter la poubelle et continuer sa vacation. Donc ça c'était les normes officielles dans une situation avec les gants. Voyons les normes pratiques, donc encore une fois ce qu'on a observé. Comme tout à l'heure, les soignants ils mettent les gants dans le couloir devant la chambre, ils rentrent dans la chambre, ils ne font pas de chat intérieur ni extérieur, ils réalisent leur toilette, ils quittent le chevet du patient, ils prennent la poubelle, ils sortent de la chambre sans faire de chat intérieur ni extérieur avec leur poubelle, et là ils vont jeter leur poubelle et les gants dans une poubelle qui est dans le couloir, et ensuite ils se désinfecteront les mains, et ensuite ils continueront leur vacation. Alors qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ces normes pratiques que je viens de vous montrer avec ces schémas? Donc ces normes pratiques, en fait on voit que les gants la plupart du temps ils sont mis donc, avant d'entrer dans la chambre. Ils sont enlevés, quittés une fois sortis de la chambre. La désinfection des mains, elle est faite donc la plupart du temps une fois sortis de la chambre et une fois les gants enlevés. Et les gants donc qui sont plus utilisés que nécessaires selon les recommandations. Alors pourquoi, du point de vue des soignants, ces logiques-là? Les soignants donc, ils nous expliquent que déjà les gants, lors de leur premier usage, quand ils les prennent dans la boîte, ils sont perçus comme propres. Donc ce qui va justifier qu'on n'ait pas besoin forcément de faire une désinfection des mains ou qu'on peut rentrer à aller faire son soin avec les gants. Les gants, surtout, ils sont privilégiés à la désinfection des mains face aux risques infectieux et notamment aux surfaces potentiellement contaminées. Donc, en fin de compte, là, c'est une protection. Les soignants, ils préfèrent se protéger en amont du risque infectieux et du contact avec des surfaces contaminées ou potentiellement contaminées avec les gants qu'en aval, en désinfectant les mains, il faut avoir touché ces surfaces. Et donc là, l'exemple typique, c'est donc la poignée de porte où finalement, les soignants, ils vont préférer porter les gants plutôt que de la prendre à pleine main et se désinfecter les mains après. Sachant que là, ils rentrent en fait dans la logique des protocoles, puisque les protocoles, ils leur disent que cette poignée est peut-être contaminée, et les soignants, ils décrivent ces poignées de porte comme des espaces parmi les plus contaminés du service. En tout cas de la chambre, à l'intérieur. Et ces gants, donc, ils sont utilisés aussi pour anticiper des tâches imprévues, qui impliquent notamment des contacts avec des surfaces contaminées, donc à un risque infectieux. C'est-à-dire qu'en fait, même quand on n'a pas besoin de mettre des gants, les soignants vont privilégier de porter des gants,
parce qu'ils vont se dire, bah là, j'ai pas forcément besoin de gants, mais je vais rentrer dans la chambre, je vais peut-être trouver un pot à urine plein qu'il va falloir que je ramène, ou des draps souillés, ou un plateau repas, et donc je vais mettre mes gants, comme ça, si j'ai plusieurs choses à faire dans la chambre, et bien moi, ça me permet d'optimiser mon travail et mon organisation du travail. Et enfin, donc, quelque chose d'assez pratico-pratique, c'est que la désinfection des mains, quand on entre avec du matériel, par exemple des draps propres, ou qu'on sort avec du matériel, par exemple des draps souillés ou des poubelles, et ben c'est plus compliqué de se désinfecter les mains en même temps qu'on sort de la chambre. Donc ça, c'était sur le point de vue et les raisons que nous ont invoquées les soignants, donc sur pourquoi ils portaient les gants. Alors pour conclure sur ces résultats, les gants donc, ils sont surutilisés, mais mettre plus souvent les gants pour les soignants, ça implique de désinfecter moins les mains, parce que les gants, donc, ils sont en fait en compétition avec la pratique de désinfection des mains, alors qu'ils devraient être, selon les protocoles, plutôt en complémentarité avec la désinfection des mains. Les soignants, ils tendent donc à se surprotéger avec les gants, parce que les normes officielles, là, contrairement à ce qu'on peut parfois penser dans certaines situations, là, les soignants, ils perçoivent les normes officielles plus faibles que leurs normes pratiques pour faire face aux risques d'infection. Alors, ça ne marche pas forcément pour certains types de soins, comme le cathétérisme, ce que je viens de vous présenter. Donc là, je vous passe l'explication du schéma. C'est juste qu'un cathétérisme, normalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit porter des gants, et que souvent, on se retrouve dans des situations à peu près comme ça, ou alors, si c'est pas un gant qui est enlevé, c'est parfois les deux, ou c'est parfois une phalange qui est arrachée du gant. Donc c'est pas tout le temps, mais c'est quand même des pratiques qu'on peut observer dans le service. Et alors, pourquoi les soignants ils préfèrent donc enlever un gant ou les deux, ou s'enlever? Alors, il me manque un diapo, mais c'est pas grave. Donc en fait, les soignants, eux, s'ils préfèrent piquer avec une main nue ou une phalange nue, c'est parce que pour eux, ça permet d'avoir une meilleure sensitivité, donc ça permet de réaliser mieux le geste. Et réaliser mieux le geste, pour eux, en fait, bah, ça veut dire déjà réduire les accidents d'exposition au sang, de leur point de vue, parce que finalement, bah, un geste mieux fait, c'est un geste on a moins de chances de se rater, tout simplement. Donc pour eux, c'est limiter les risques. Et donc ça, c'est surtout avec des patients qui ont des faibles capital veineux, donc des personnes âgées ou des personnes toxicomanes qui souvent également, quand elles sont dans le service, qu'elles sont séropositives. Et donc pour eux, c'est également aussi donc, de mieux faire ce geste et donc de réduire l'inconfort du patient, puisqu'on va le réussir plus facilement et donc on va éviter de s'y reprendre à plusieurs fois ou de mal le faire, ce qui pourrait gêner le patient et induire des souffrances. Donc là, en fait, ces normes et normes pratiques, elles se superposent à des normes éthiques dans ce cas-là. Alors, un petit tableau synthétique, là, en fait, les normes officielles, elles correspondent à un modèle d'organisation idéale du travail, tandis que les normes pratiques à une organisation réelle, entre guillemets, on va dire une organisation en pratique du travail. Les normes officielles, c'est une conception théorique du risque, tandis que sur les normes pratiques, il y a de la conception théorique, parce qu'elles ont des formations, donc elles maîtrisent un petit peu ces théories, mais il y a aussi de la perception et du rapport cognitif au risque. Et ça implique également un rapport à des valeurs éthiques professionnelles, comme on l'a vu avec le cathétérisme. Alors, dernier petit résultat, on a observé également donc, avec Sophia des pratiques qui se situaient en fait entre ces normes officielles et ces normes pratiques, qu'on a appelées donc des pratiques hybrides. Alors, qu'est-ce que c'est que des pratiques hybrides? C'est des pratiques en fait qui sont à l'intersection des normes officielles et des normes pratiques. Donc, l'exemple typique, c'est les poignées de porte, c'est-à-dire qu'en fait, les soignants, ils vont faire des pratiques qui sont entre la désinfection des mains et le port des gants, qui sont à la fois un peu l'un et un peu l'autre. Donc par exemple, ils vont se désinfecter les mains sur leurs gants. Ou alors ils vont enlever un gant, ils vont se passer de la solution hydroalcoolique sur leur main qui est nue, ils vont ouvrir la porte avec cette main, ils vont sortir avec leur poubelle de l'autre main. Ou encore, on a vu, alors ça c'est un peu plus rare, mais ça fait partie de ce genre de pratique, on va retourner un gant pour attraper la poignée de la porte, parce qu'on estime que l'intérieur du gant sera propre parce qu'on n'aura pas touché l'environnement avec, et donc comme ça on ne contamine pas la poignée et on peut sortir. Donc toutes ces pratiques, c'est des pratiques donc, un peu particulières qui sont dans un entre-deux, mais qui répondent quand même à une logique, et la logique là en l'occurrence avec cet exemple-là, c'est de ne pas contaminer la poignée de la porte. Et donc en fait, dans ce sens-là, ces pratiques, elles sont en accord avec la logique des protocoles. Alors pourquoi là je parle de pratiques et pas de normes? Parce que c'est des pratiques qui ne sont pas si courantes que ça, et même si elles ont une logique et qui diffèrent, on ne voit pas toujours la même chose. Il y a une logique de vouloir se conformer mieux au protocole, mais ce n'est pas de la même façon, et qui sont un peu plus marginales. Et ces pratiques, donc, c'est en fait le produit d'une volonté des soignants de se défaire de leurs normes pratiques pour mieux aller vers les normes officielles et donc mieux observer les recommandations, mais sans toutefois y parvenir. Donc c'est une espèce de resserrement en fait entre les normes officielles et les normes pratiques. Et ce resserrement, notamment, il est influencé par les campagnes de prévention ou de sensibilisation, puisque
et par les dispositifs aussi de contrôle ou d'audit, puisque finalement, on va expliquer aux soignantes, on va les sensibiliser sur le fait qu'il faut mieux observer les règles, et donc elles, dans cette volonté-là, elles vont mettre en place des pratiques sans arriver à vraiment à se défaire de leur norme pratique. Voilà, alors en guise de conclusion et de perspective, quelques questions. Donc, comment penser ces normes pratiques et les subjectivités des acteurs et leur expérience pour repenser aussi les recommandations, les normes officielles. Comment penser des processus de co-construction des protocoles. Dans quelle mesure ces pratiques hybrides ou ces normes pratiques, elles sont effectives aussi dans la gestion du risque infectieux ou pas, et quelle place leur attribuer pour penser la gestion du risque infectieux. Et donc après, suite à ça, dans le service, il y a eu aussi des sensibilisations des soignants à la possibilité de se désinfecter les mains sur les gants. Ça n'a pas été encore mesuré par le dispositif médian de trace. Des dispositifs de simplification et d'harmonisation aussi des normes officielles sur la désinfection des mains, en contradiction parfois donc avec les normes internationales promues notamment par exemple par l'OMS. Et voilà, je termine ici. Merci. Je suis fasciné par ça, j'avais déjà été, on avait parlé avec lui. Il y a deux choses, et c'est une des raisons pour lesquelles on a vraiment poussé, pour la Fougela et d'autres. Autant je suis convaincu que la plupart des gens au ministère, pour Garnier, ne comprennent rien à la pratique du soin chez les médecins, autant je pense que les médecins ne comprennent rien à la pratique du soin chez les infirmières. Et que donc il nous faut avoir des chercheurs infirmières pour voir ce que sont les problèmes et ce que sont la manière de le traiter. Nous, ce que nous avons fait collectivement, parce qu'on était déconnectés, c'est qu'on est rentré dans la dichotomie de Pité, qui a réussi cette espèce de tour de force depuis 25 ans que de parler que d'alcool sur les mains et d'en faire une application internationale. Quand même, avec 5 trucs, on ne sait pas très bien, il suffit de trucs de se mettre de l'alcool sur les mains avant, c'est pas la peine de raconter des romances. De faire un truc comme ça, il a été décoré par la reine d'Angleterre parce qu'il disait qu'il faut 5 fois ce truc était étrange. Et quant aux soins, si tu veux, moi j'entends tout et les gens ont une espèce de logique de protection moi, contre laquelle je me bats en partie chez moi, qui un gant ça suffit, puis après 2 gants, puis après 3 gants, le mec c'est une espèce de folie qui n'a pas de sens. Moi je veux dire, je fais partie d'une génération dans laquelle tous les ophtalmologistes, et c'est un des trucs les plus difficiles à faire, opérer sans gants. Ils faisaient du no-touch, ils opéraient sans gants. Et que donc, la preuve qu'il y a un intérêt à une diminution du risque infectieux en posant un cathéter, à poser des gants, à mettre des gants, pas des gants, je ne crois pas qu'elle existe dans la littérature. Il faut le regarder, mais je ne suis pas sûr qu'elle existe dans la littérature. Donc il faut faire attention, c'est vrai que l'adresse des mains, c'est une chose, parfois... Et donc il faut écouter, parce qu'on peut faire des trucs qui ne sont pas réalisables, parce que simplement les gens n'arrivent pas à le faire. Alors si ça devient trop compliqué pour eux, qu'ils envoient pour faire un pick line parce qu'ils n'arrivent plus à les piquer, il faut faire attention. Il faut... Tout ça, le praticien, la faisabilité est une chose qui est extrêmement importante et qui explique des différences qui sont absolument colossales dans les résultats du soin, qui est liée à la qualité du management du soin. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui est beaucoup plus difficile à matérialiser. C'est très intéressant d'entendre et de voir la pratique du soin à côté de la théorie du soin. C'est très très intéressant. Et une des conneries vraiment auxquelles on a participé, et je participe pour une fois, j'accepte de partager avec Philippe le fait que c'est du couillonnage. Non, c'est... Oui, je le dis publiquement. Je le dis publiquement. C'est qu'on a fait une dichotomie gants-alcool qui est une connerie. C'est-à-dire que quand on met des gants, il n'empêche qu'on se désinfecte les mains avec l'alcool. Comme ça, les gens sont contents parce qu'ils sont protégés, et en même temps, s'ils mettent de l'alcool dessus, ça ne leur fera rien du tout, ça n'enlèvera rien du tout aux gants. C'est une espèce de folie, ça fait dichotomie gants-alcool, comme la plupart des dichotomies, c'est idiot. Donc ils n'ont qu'à mettre des gants pour se protéger, et de mettre de l'alcool sur les gants pour le protéger. Et s'ils avaient fait, c'est ça, on avait vu ça très très bien dans le truc d'Ebola, en réalité, le coût des gants, et c'est à cause des gants qu'ils ont chopé ça, c'est parce que les Africains ont un taux d'infection, de transmission qui n'était pas plus élevé que celui des pays développés d'Ebola. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des gants de cuisine et ils se foutaient de l'eau de Javel sur les gants de cuisine. Et donc, ils se décontaminaient avant d'enlever les vêtements. Sinon, c'est insoluble la manière d'enlever les vêtements, un truc contagieux, c'est insoluble. Donc, il faut décontaminer les gants. Et tu décontamines les gants, comme ça, il n'y a pas de problème. Et on les jette après alors? Et tu les jettes après. Mais si tu veux... Pourquoi on ne les redécontaminerait pas à chaque fois après alors? Mais... Pourquoi pas le garder tout le temps alors? Non mais tu pourrais le faire. Moi, tu pourrais le faire. Après je sais pas à combien
Ce que je sais, c'est que si tu décontamines les gants, ils ne deviennent pas poreux une fois. Si tu le fais 20 fois, moi je ne sais pas à partir de quel moment ça devient poreux, j'en sais rien. Mais si tu le fais une fois, ça ne devient pas poreux parce que tu as passé de la colle dessus. On va trouver des gants qui seraient... Non mais déjà avec ce qu'on a, parce que si tu prends les gants, c'est l'espèce de gants de cuisine qui prennent, hein, c'est pas les vrais gants, c'est les machins tout. Et si tu te passes de l'alcool dessus en plus, tu te protèges et tu protèges le malade. Mais si tu fais l'alternative entre est-ce que tu protèges toi ou tu protèges le malade, il se protège eux. Et tu ne vas pas changer ça. Et je pense que c'est nous, on est rentré dans cette dichotomie, il y a les soins avec gants et les soins avec alcool, et que c'est une connerie. Et ce qu'ils nous apprennent, c'est une connerie, tu n'arriveras pas à le faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils se protègent en mettant les gants à 100 sous, là ça ne coûte rien du tout, et qu'ils se passent d'alcool sur les gants. Voilà. Je crois qu'une des grandes leçons qu'on a de ce truc-là, c'est que on ne peut pas faire des protocoles dans les hautes sphères et les faire appliquer à des gens sans savoir effectivement à qui on fait appliquer les protocoles. Donc la grande... Non mais c'est même nous, on se vante des praticiens, moi pas des praticiens de ça, c'est les praticiens de ça, c'est les infirmières. Et il faut savoir s'adapter effectivement aux pratiques finalement des soignants, et c'est à nous de nous adapter aux pratiques des soignants pour pouvoir réaliser nos objectifs qui sont la protection. On peut les modifier, mais on ne peut pas les ignorer. Et donc, du coup, l'histoire des gants, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que maintenant, on les laisse mettre les gants, sauf qu'on leur demande de les désinfecter, les gants, plusieurs fois au cours du soin. Et on a regardé d'ailleurs cette année, qu'est-ce qui se passait. Et en fait, quand elles mettent des gants, les gants sont stériles, entre guillemets, mais pas tous, mais stériles une grande partie au moment du soin. 10 minutes après le soin, bien entendu, ils sont contaminés par la flore du patient, mais s'ils se désinfectent les mains sous l'alcool, ils redeviennent stériles, ces gants. Ils font de la même façon que... Exactement, comme s'ils avaient une deuxième peau. Et à la fin, ils désinfectent, ils jettent les gants, et ils désinfectent les mains, et voilà. Donc on peut un peu modifier les pratiques et inventer des pratiques qui tiennent compte de leur propre peur. Plus facilement, ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est comme toujours, ce que j'appelle la science des soins tout à l'heure. C'est ça qui manque justement, parce que si on prend l'exemple des épisiotomies avec le collège des gynéco-obstétriciens, ils ont donné leurs recommandations comme ça sur, il n'y a pas d'études sur la question, donc sur avis d'experts, comme on dit, ce qui est le plus mauvais niveau de preuve, c'est point de vue scientifique. Mais l'expérience du CHU de Caen derrière a validé leurs travaux finalement, hein, avec les résultats qu'ils ont obtenus. Et donc c'est ça qui manque, je veux dire, faire des recommandations, ce que l'on dit, machin, etc. Ben, il faut valider ça, c'est-à-dire il faut aller voir effectivement sur le terrain comment ça se passe, et si en appliquant, ça se passe, on a les résultats qu'on espérait. Ce qui manque, c'est ce que disait Provonos, c'est tout cet aspect de recherche sur la délivrance des soins. Il faut multiplier la recherche sur les dividendes des soins. Le vrai problème, là, ce qui était magique, hein, ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'en réalité, là dont on parle de gynéco, c'est les gynécos qui parlent aux gynécos. Parce que là, c'est le docteur qui parle aux infirmières, et c'est pas les mêmes. Donc si on ne crée pas un corps de scientifiques, si on ne crée pas un corps de scientifiques infirmières, c'est ce qu'on est en train de faire, d'infirmières qui ont des thèses de science et qui savent faire de la recherche. Il ne faut pas oublier que l'hygiène du soin, ça a été inventé par une infirmière qui s'appelait Florence Nightingale, ça n'a pas été inventé par les médecins. Les pratiques de soins, c'était ceux qui nettoyaient les plaies et qui disaient attendez, on va les faire propres les plaies, et puis on va voir s'il y a moins d'infection.